C'est la pause pipi? Non, montrez. Quoi, si, si. Le début de la conférence. Bien messieurs, bonsoir. Merci à tous d'être là. Merci à Yannick qui a eu la bonté de m'inviter pour vous faire une petite présentation que j'espère venir sous la forme non pas d'une conférence mais plutôt d'une discussion, si vous me le permettez. Je vous invite donc à réagir, de préférence positivement s'il vous plaît. Ce serait bien sympathique. Alors, collection et collectionneur. Qu'est-ce que c'est que la collection ? On va déjà commencer par le sujet qui fâche. Les collectionneurs, levez la main. Il y en a plus que ce que je pensais. C'est bien. Ça dépend des femmes. Ça dépend de nos collections. Pas de femmes. Pas de femmes. Collection de choses inanimées, de préférence. Il y en a qui sont inanimés. Il y en a qui sont inanimés. Merci. Tu comprends. Ça n'existe pas. Non, merci. Café. Oui. Alors, la collection. Déjà le mot. Le terme de collection est plutôt ancien. Ça vient du latin collectio. Qu'est-ce que ça veut dire collectio? Ça veut dire rassembler. En tant que réunion d'objets d'art, ça n'apparaît globalement qu'au milieu du XVIIIe siècle. Le terme de collectionneur, lui, là, on le retrouve chez Balzac, ou chez Champfleury par exemple, mais plutôt au XIXe. Le terme collectionneur vient après le terme collection. Pour une bonne raison, il n'y a pas besoin de collectionneur pour avoir une collection. La toute dernière notion qui vient, c'est celle de collectionnisme. Celle-là, on la retrouve au XXe. Est utilisée dans un premier temps, ma foi, dans un sens plutôt péjoratif, de manie pathologique, de rassemblement, de choses. On en reparlera après des pathologies liées à la collection. Et puis après, jusqu'à nos jours, globalement, elle désigne à la fois la pathologie et une habitude saine de collection. Alors, à votre avis, la première collection date de quand? Ah. 1600. Ah, et il va falloir enlever quelques milliers d'années. Encore quelques milliers d'années. Néandertal. Voilà. Allez, arrête, les os. La préhistoire. Collectionner les os. Au fur et à mesure que l'outillage se développe, au fur et à mesure que les technologies, autant qu'on puisse appeler ça une technologie, se développent, eh bien le confort se développe. Et plus on a de confort, plus on a de temps libre. De temps libre. Et on finit par faire des choses inutiles. Quand on est moins préoccupé par le fait d'aller dégommer un mammouth à 30, on peut être un petit peu intéressé par, ma foi, découvrir un petit peu son environnement et, qui sait, en garder quelques traces. On a retrouvé des galets percés en leur centre. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un galet percé en son centre? Les archéologues vous diront c'est rituel. Et ça, c'est l'excuse habituelle des archéologues. Quand ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils disent que c'est rituel. Symbolique, en tout cas, au minimum. On pourrait y voir un œil, puisque globalement, tout le monde, enfin, à cette époque-là, en tout cas, tout le monde en avait au moins un, jusqu'à preuve du contraire. Sinon, la survie devenait un petit peu compliquée. On peut y voir aussi un symbole lunaire ou solaire. Bon. On peut également trouver des... On ne peut pas encore tout à fait parler de collection au sens strict du terme, mais des amas de pierres, de minéraux, de gemmes ayant, ma foi, des conformations un petit peu particulières. On connaît par exemple les œils de tigre. C'est très joli, c'est irisé. On peut imaginer, je pense, l'effet que ça avait sur un homme préhistorique, pour la bonne raison que ça fait exactement le même effet sur nous, de nos jours. Ils trouvent ça joli. Ça ne sert à rien, mais ils trouvent ça joli. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les garde. Et quand on en trouve plusieurs, on les garde au même endroit. Et qu'est-ce qu'on en fait à terme? Eh bien, on les laisse dans les sépultures. Puisque c'est là, en général, où on finit tous notre vie. Eh bien, on garde ces galets comme symbole de ce qu'a pu faire l'individu dans sa vie. C'est symbolique, ça permet éventuellement effectivement une certaine forme de rituel, mais
Ça, on n'en a pas encore la preuve pour une bonne raison, il n'y a pas eu d'écrit. Après ça, dès le chalcolithique, donc calco, cuivre. Dès le chalcolithique, on a un travail des métaux. Donc, évidemment, le cuivre, mais surtout des métaux précieux, l'or. Et l'or, ça fait exactement le même effet sur l'individu d'il y a 7000 ans que ça le fait de nos jours. Je pense qu'il doit y avoir quelques colliers là un peu dorés, il doit y avoir quelques montres, quelques bijoux. L'or, c'est chatoyant. Comme c'est un métal noble, bah, ma foi, ça se patine peu ou pas. Et donc, ça a un intérêt non seulement symbolique, mais en plus, on ajoute la valeur intrinsèque à la collection. C'est difficile à avoir, il faut le travailler, donc ça acquiert une sorte de valeur intrinsèque, qui est celle de l'effort qu'on a fait pour l'avoir. Oui, merci. Et donc, en plus de l'intérêt purement esthétique des collections, arrive l'intérêt, on pourrait dire financier, mais alors avec des très gros guillemets. Une fois qu'on a dépassé la fin de la préhistoire, la protohistoire, à votre avis, où se situent les premières traces vraiment évidentes de collection? J'ai pas entendu? Les premières civilisations, quand il y a eu de l'argent, il y a eu du pouvoir, de l'orfèvrerie, des choses comme ça. Alors oui, ça pourrait effectivement être l'Égypte, mais plus que ça encore, la Grèce. Les Grecs. Les Grecs ont été des collectionneurs, ont été parmi les premiers collectionneurs vraiment structurés. Dans un sens, ils ont structuré thématiquement leur collection. Et à votre avis, pourquoi? Petit indice, ça se passe à l'époque hellénistique. Donc l'époque hellénistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste après Alexandre. Et qu'est-ce qu'il a fait ce brave Alexandre? Il a roulé sur la moitié du monde. Et en roulant sur la moitié du monde, comme disait Napoléon, faire la guerre, c'est faire de l'argent, mais c'est également faire des souvenirs. Et ramener les souvenirs. Eh oui. Une fois que ce brave Alexandre est allé jusqu'à la vallée de l'Indus, en gros, au plus profond, il est surtout passé par la Perse, et de ces deux contrées en particulier, les armées et bien entendu par le métissage, les familles que les soldats ont rapportées de ces contrées-là, ont rapporté leur propre culture, leur propre goût et leurs propres éléments culturels de décoration. Et c'est ainsi qu'en Grèce et en Grande Grèce, c'est-à-dire, pour faire très très schématiser la Turquie actuelle, on a retrouvé des amas, encore une fois, puisque c'est structuré thématiquement parce que ça vient du même endroit, mais en soi, ça n'est ni catalogué, ni réellement rangé, etc. On a retrouvé, eh bien, un certain nombre d'objets venant de Perse, des camées, des décorations murales, des petits bibelots, des sculptures, etc. Et c'est grâce à ça qu'un marché de la collection va pouvoir se développer en Grèce pour la toute première fois. D'autant qu'après Alexandre, eh bien, vous le savez, son héritage, son immense empire, se morcelle entre ses héritiers plus ou moins autoproclamés, je vais y arriver. On sait tous que selon la légende, Alexandre aurait dit au meilleur quand on lui a demandé à qui devait revenir l'empire. Il se trouve qu'ils ne l'ont absolument pas écouté. Il est revenu, eh ben, ma foi, à tout le monde. Tous les grands dignitaires qui accompagnaient Alexandre se sont partagés, ont récupéré un petit morceau. Et tous ces petits royaumes, eh bien, avaient besoin d'une économie. Et comment est-ce qu'on fait une économie? En vendant. Et comment est-ce qu'on vend? Eh bien, on vend des matières premières, on vend de l'agriculture, plus ou moins des produits agricoles, mais aussi de la culture. Et donc, on prend cette production locale qui est extrêmement éloignée de ce qu'on connaît dans les cités grecques. Demandez à un Spartiate ce que c'est que la Perse, c'est la planète Mars. Eh bien, ce Spartiate-là va pouvoir se faire une idée de ce qu'est la Perse, ou de ce qu'est l'Égypte, ou de ce qu'est la vallée de l'Indus, en récupérant des productions locales très différentes de ce qu'il a l'habitude de côtoyer, et en les mettant bien entendu en valeur. Ça vient de loin, c'est très probablement cher puisque ça vient de loin. C'est un instrument de prestige.
et on rajoute le prestige à l'ensemble de l'équation. On a le symbole, l'esthétique, la valeur intrinsèque, et maintenant on a le prestige. Ensuite, après la Grèce, qu'est-ce qu'il y a? Qui sont les principaux héritiers des Grecs? Les Roms. Les Romains. Et oui. Ils sont fous, ces Romains. À partir de la fondation de l'Empire, on va dire à partir d'Auguste, là, c'est plus seulement une mode, c'est une frénésie. Déjà, les Romains aiment bien se rattacher à la Grèce. Ah, évidemment, ils ont réussi, eux. On va essayer de faire pareil. Il suffit de voir le nombre assez impressionnant d'empereurs qui se sont représentés avec des cheveux bouclés, alors qu'ils n'avaient pas un poil sur le caillou, avec des cornes. Tiens non. Est-ce qu'ils auraient eu des épouses un petit peu... Voilà, qui sait? Non, pas du tout. Ils se représentent avec des cornes, puisque Alexandre se représentait avec des cornes, et il se représentait avec les cheveux bouclés, puisque, dit-on, Alexandre avait une toison de lion. Et à partir donc de l'Empire, on se rattache à la Grèce en collectionnant ce que la Grèce a fait. A fait localement, mais également a fait, on pourrait dire, à l'international, dans le grand empire grec. Alors, apparaissent deux types de collections. Les collections privées, bien entendu. Un certain enrichissement des classes moyennes et aisées à un niveau que, tous autant que nous sommes, nous ne pouvons même pas imaginer. Les milliardaires de nos jours, les Bill Gates et compagnie, peuvent tous aller se coucher. Être riche sous Auguste et ensuite, c'est être incroyablement à l'aise. C'est être riche dans des proportions dont on ne peut même pas avoir idée. Et pour se rendre compte de ce qu'est une collection privée à l'époque, on a comment vous dire, un témoignage incroyable. Il n'y a pas une cité là qu'on a récupérée toute parfaite, toute belle. Ah, Troyes, on l'a pas récupérée toute belle, toute Pompéi. Pompéi, évidemment. Pompéi et Herculanum. Deux cités, englouties sous les cendres du Vésuve, ça vous le savez tous. Et notamment à Pompéi, on a découpé, les archéologues ont découpé en tout cas, la cité en régions, en regio. Alors, ce ne sont absolument pas des quartiers comme à l'époque, hein, c'est un découpage très artificiel, mais dans la regio Quintus, donc la région 5, on a découvert des villas qui effectivement contenaient des collections, c'est-à-dire un certain nombre d'objets totalement inutiles. L'intérêt symbolique, bon, l'intérêt religieux, bon, ça ressemblait pas franchement à des divinités usitées par les Romains à ce moment-là, surtout qu'on n'était pas encore dans une religion très très imprégnée d'Orient comme elle a pu l'être à la fin du IVe siècle par exemple. Non, là c'était tout simplement des objets de décoration posés au même endroit, avec autour des fresques qui n'étaient absolument pas des, comment vous dire, des motifs communs au monde romain, pas du tout. C'était des reproductions de ce qui était fantasmé, on va dire, en Perse, puisque la conquête de la Perse par Alexandre était très 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 loin. On savait déjà plus à quoi ressemblait Alexandre, à tel point que, bon, on lui mettait une grosse tignasse et des cornes. Ces collections privées ont un pendant, les collections publiques. Alors de nos jours, on a des musées. Et bien, à l'époque, ils avaient à peu près la même chose, sauf qu'ils ne les appelaient pas comme ça. Dans tout l'Empire, à peu près, au fur et à mesure des conquêtes, certes, mais bon, on fait la guerre, on fait de l'argent, certes. On rapporte des souvenirs, certes. Mais Rome a toujours eu la volonté farouche de se rattacher à la Grèce. Et donc, on a créé des faux de toutes pièces. Et puis, on est allé déterrer. On est allé sortir de terre des objets qui dépassaient un petit peu, on va dire. On n'a pas fait des fouilles archéologiques, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais on est allé sortir tout ce qu'on a pu. Et puis, on a rajouté les trésors de guerre. Et on a fait des sortes de musées publics. Et ça s'appelait les forums.
Prenez le forum d'Auguste en 30, 35, 40, après Jésus-Christ. Ben, ça ressemblait énormément à ce que peut être un musée de nos jours. C'était nettement plus le bazar, soyons clairs. Hein. C'était un peu assemblé de briques et de broc, mais on avait des objets de très nombreuses provenances et qui étaient conservés ici pour le seul plaisir de les conserver. Pour le prestige. Parce que, bah, on les avait ramenés, ça venait de loin, c'était autre chose que nous, que les Romains, que nous. Certains temples aussi regroupaient autant de pièces que possible. C'était une sorte, on va dire, d'intérêt religieux, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on avait des objets qu'on avait sués sang et eau pour rapporter. Bon, on allait les offrir aux divinités. Après tout, c'était une religion contractuelle. On faisait ce que les dieux demandaient qu'on fasse. On faisait tout bien, on cochait toutes les cases. Et les dieux nous donnaient ce qu'on voulait. Bon, bah, tant qu'à faire, on va leur donner un petit bakshish, hein, ça aide. Alors, on ne parlera pas ici de la collection telle qu'elle se pratiquait en Orient et surtout en Extrême-Orient. Prenons la Chine et le Japon, à la fin, on va dire, de ce qu'est notre antiquité à nous. Mais quand même, deux petits mots. Dans ces pays-là, elle fut une mode, comme chez nous, mais surtout la collection fut un art, à tel point que un ouvrage très sérieux intitulé « Traité des choses superflues » fit son apparition en Chine, où on apprend notamment qu'une dame bien élevée, qui veut briller en société, doit posséder 6 oies, 4 canards, 2 perroquets, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vous fais pas la liste, il y en a pour une page. C'était, dans ces pays-là, bien plus tôt que chez nous, un ascenseur intellectuel. On se cultivait grâce aux choses et un ascenseur social. On avait des collections, donc on nous considérait comme plus érudits, plus dignes d'honneur qu'on ne l'était. Voilà. Ce n'était que 2 mots sur l'Extrême-Orient, sinon on en a par la soirée. Alors chez nous, après ça, le Moyen-Âge et la Renaissance. Commençons par le Moyen-Âge. À votre avis, le plus gros collectionneur du Moyen-Âge, c'est qui? L'Église. Oh putain. Bon, d'accord, on a quelqu'un de fort. Effectivement, c'est l'Église. Le plus gros collectionneur au Moyen-Âge n'est ni particulier, ni princier, quoique, hein, on connaît à peu près tous le duc de Berry, les très riches œuvres, almanach extraordinaire, relié, un des plus beaux ouvrages reliés de tous les temps. Duc de Berry, d'ailleurs, petite anecdote, qui a été sans doute un des tout premiers collectionneurs pathologiques avérés. C'était quelqu'un qui était capable de délaisser totalement les affaires de l'État, de mettre complètement à part les affaires de son duché, à tel point que ça a failli très mal finir, pas mal de fois, pour récupérer telle ou telle pièce, ou se faire fabriquer telle ou telle pièce, bien entendu, puisqu'on est déjà dans une époque où quand on n'arrive pas à trouver de l'ancien, on en fabrique. Hein. Alors voilà, le plus gros collectionneur, c'est l'Église catholique des œuvres. On a tous en tête les trésors des cathédrales. Vous avez tous vu un trésor de cathédrale, je suppose. Bon. On rentre dans l'église, c'est la deuxième porte à droite, on a des jolies vitrines, et puis on a des calices, des ciboires, tant d'or et tant d'argent qu'on ne pourrait pas en dépenser dans toute notre vie. Dites-vous bien que ces trésors sont moitié moins importants qu'ils ne l'étaient à l'époque. Pour une simple raison, ils ne s'appellent pas trésors pour rien. Les ciboires, les gemmes, les calices, tout ça en or et en argent. À votre avis, à quoi ça pouvait donc servir? Faire des pièces. Ah, bien. Là, on reconnaît le commerçant. C'est bien. Effectivement, en cas de grosse panique, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend les ciboires et puis on les fond et puis on fait de la monnaie avec. Au bout d'un moment, le Seigneur
Ça compte jusqu'au moment où on ne peut plus manger. Alors, ces trésors-là, on les voit d'or, d'argent, de pièces, de pierres précieuses, de gemmes, etc. Mais à l'époque, il faut bien comprendre qu'arrive un élément qui va se retrouver dans les siècles à venir, les naturalia. Naturaliae. Naturaliae. Et imaginez-vous un trésor ecclésiastique, un cardinal, qui sait, qui se trimballe au milieu d'os de dinosaures et, ma foi, de divers fanons de baleines, de, que sais-je encore, de carapaces de tortues, et j'en passe, et des meilleurs. C'est vrai que quand on voit un trésor religieux, on n'imagine pas tout à fait ce qu'ils appelaient à l'époque les os de géants. C'était les fossiles de dinosaures. C'est vrai que quand on tombe sur un tibia de Brontosaurus, ça peut prêter à confusion. Et voilà, dès la Renaissance, ce goût-là se développe et le cabinet de curiosité prend son essor. Vous avez tous entendu cabinet de curiosité. Oui. Ouais. Ça existe encore, il y en a très peu. Il y en a très peu, dans le sens où les cabinets de curiosité anciens qui ont gardé la même forme, qui ont réussi à survivre au siècle, sont très rares. Et les gens suffisamment fins, suffisamment intelligents, suffisamment instruits sur cette période-là sont assez peu légion, et donc il y en a assez peu qui savent refaire des cabinets de curiosité comme on faisait à l'époque. Alors à votre avis, c'est quoi la recette pour un bon cabinet de curiosité? Allez, on prend nos petites cuillères là, on prend 100 g de beurre, et qu'est-ce qu'on rajoute? Du bazar. N'importe quoi, tant que c'est bizarre. D'où le nom, cabinet de curiosité. À l'époque, ça ne s'appelait absolument pas comme ça. Mais ça désigne bien ce que c'était. Le cabinet de curiosité, c'est avant tout ce qu'on ne comprend pas. Tout ce qui frappe l'œil. On peut avoir, ma foi, une carapace de tortue. Combien avaient vu une carapace de tortue à l'époque? Pas des masses. Hein. Et nous sommes en 1492, qu'est-ce qui se passe? Allez, les trois du fond de la classe, là. Christophe Colomb. Ah, voilà. Oh. Là, ça y est, presque toute la table a répondu, je suis content. Bon. 1492, Christophe Colomb, mais il n'y a pas que lui, bien entendu. Et tous ces grands explorateurs, eh bien, sont les guerriers de ce siècle-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs et ils reviennent. Ils reviennent les malles pleines de quoi? D'or. D'or et de diamants. Alors, d'or assez peu. D'or sous forme d'épices, oui, ça beaucoup. Mais ils reviennent surtout avec beaucoup de curiosité, parce qu'ils savent très bien que ça vaut presque aussi cher que les épices. Et donc, on rapporte à presque toutes les parties du monde un certain nombre d'animaux, de minéraux, de végétaux. Et tout ça, ça finit où? Dans les cabinets de curiosité. C'est donc l'essor des bizarreries. En général, on cherche l'exotique. Hein, si c'est pour voir le peuplier du fond de la cour, c'est pas la peine. Mais ces cabinets de curiosité-là ont un double intérêt. Le premier, c'est effectivement un intérêt purement égotique. Celui qui a son cabinet de curiosité est très content de l'avoir. Il peut montrer à ses connaissances, à ses proches, qui sait, à supérieur, que, eh bien, lui est un homme érudit, curieux des choses de son temps, géographiquement d'un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité à son village, sa cité, etc. Combien de personnes étaient mortes ailleurs qu'à l'endroit où elles étaient nées à cette époque-là? Très peu de personnes. En général, on vivait et on mourait à 50 km du même endroit. Et bien à cette époque-là, quand on pouvait montrer une tortue de Madagascar, une gorgone du fond des océans ou un perroquet sorti de je ne sais où, ma foi, ça en jetait. Alors, le prestige personnel, certes, mais également la renommée des villes. Ces collectionneurs, primitifs certes, mais collectionneurs déjà, là où ils habitaient,
eh bien les visiteurs venaient. Quand ces cabinets de curiosité étaient ouverts au public, et c'était plus fréquent qu'on ne le croit, contrôle ou pas, hein, bon, ça c'est un autre débat, eh bien les municipalités, les cités, les seigneurs s'enrichissaient d'autant. Autant de visiteurs, autant de consommateurs, autant de potentiels marchands, commerçants, etc., qui venaient avec leurs marchandises. Et donc, on assiste non seulement à un essor de la collection, mais à un essor de toute la connaissance qui va autour. C'est-à-dire, on arrive à avoir, par exemple, des petits almanachs des collectionneurs. Il y a des petits livrets qui recensent les collectionneurs disponibles à tel ou tel endroit et qui vous disent, un peu comme un guide Michelin, eh ben, allez voir un tel, il a telle tortue exotique, allez voir un tel, il a mis de la paille dans le cul de tel perroquet. Et tout ça, eh bien, c'est un commerce qui se développe. Autour de quoi? De la collection. C'est pas si inutile que ça, hein, je vous l'ai dit. Alors, à partir du 19e, à votre avis, qu'est-ce qui change dans la collection? On a le cabinet de curiosité jusque-là. Le musée. C'est un bordel total. Le musée, l'invention du musée. Pas tout à fait, on a quelque chose avant. Qu'est-ce qui caractérise le musée dans ce cas? Qu'est-ce qui caractérise le musée? Ce sont plein d'objets, et qu'est-ce qu'on en fait de ces objets? On les ordonne. Tout est ordonné. Ouais. Voilà, Les conserves, tout les est ordonné. Au 19e, c'est l'abandon de la collection anarchique. On arrête le bazar, et on finit par ranger. Il doit y avoir une dame qui a mis son nez là-dedans. La volonté de classification. La volonté de classification. C'est ça qui émerge à partir du 19e. Ah. Je vois que certains ont une dame qui range beaucoup. Trop. Et alors, pour ranger, imaginez un cabinet de curiosité. Vous prenez du mur là jusqu'à la table là. Ça vous fait un cabinet de curiosité. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut ranger là-dedans? Rien. On peut amasser plein de trucs, mais on ne peut pas ranger. Et c'est pour ça que de nombreuses collections se déplacent dans des endroits un peu plus adaptés. Alors, les collections privées, il va falloir beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent. Ce qui va limiter, bien entendu, le nombre de collections qui vont déménager. Mais les collections institutionnelles, les collections des princes, des rois, des ducs, toutes celles-là, elles vont finir par bouger. Dans des locaux plus adaptés à une classification, ma foi, thématique, verticale, horizontale, peu importe, mais au début surtout chronologique. On a une collection de peintures, bon bah c'est facile, on va prendre la date de peinture, la date de fin, on va dire, du travail, puis on va les ranger comme ça. C'est pas totalement stupide, c'est un petit peu limité, mais c'est déjà pas mal. À la fin du 19e, apparaissent aussi des grands perturbateurs. Et ces grands perturbateurs, ce sont toujours les mêmes, à votre avis. D'où est-ce qu'ils viennent, ces grands perturbateurs? Comme d'habitude. De l'État. Ah, oui, bon, d'accord. Non. De quel pays? Qui sont les grands perturbateurs du monde? Les Américains. Voilà, les États-Unis. Et le marché va beaucoup changer à cause d'eux. Les manias états-uniens vont se piquer de collections pour les raisons qu'on a déjà évoquées, prestige, curiosité, parfois développement intellectuel personnel aussi. Il ne faut pas non plus penser que ça n'est que négatif. Eh bien, ces manias vont racheter non seulement des collections privées en bloc, ce qui ne se faisait jamais. À l'époque, parfois, on achetait une pièce, 2 pièces quand on pouvait. Et ça coûtait cher. Eh bien non, ces manias, ils ont les moyens. Ils vont racheter des collections en bloc. Et pire que ça, quand ils ne vont pas trouver de collection avec ce qui les intéresse, ils vont carrément aller démonter les monuments. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Un monument qu'on aurait carrément démonté, au complet. Alors, on l'a beaucoup fait, c'est vrai. Mais attention, là on parle d'un obélisque. C'est peanuts. C'est 3 fois rien. C'est un gros tas de cailloux pour me poser en pointe. Non, non.
Les États-Unis ont fait les cloisters. Mais quoi? Vous prenez le centre de Manhattan et vous prenez la Bourgogne profonde. Ça n'a pas grand-chose à voir. Eh bien, eux, ils sont allés chercher un cloître au complet. Vous voyez ce que c'est qu'un cloître? C'est un petit peu gros. Ils l'ont démonté au complet Et remonter. et ils sont allés le remonter au milieu de Manhattan. Et c'est le musée des cloisters. Si vous n'y êtes jamais allé, bon, il faut aller aux États-Unis, certes, mais regardez. Googlez un petit peu. Ils ont démonté un cloître, pierre par pierre, et ils sont allés le remonter. C'est vous dire à quel point ces manias états-uniens sont particulièrement voraces. Ce qui va un petit peu chambouler le marché de la collection, mais ce qui va également le développer. Et un certain Claude Monet, chez nous, pourrait vous dire à quel point il a apprécié. Tout à fait. Car chez nous, personne Non, vous l'êtes. ne se préoccupait des impressionnistes. Exact. Les États-Unis, en revanche, prenaient tout. Ils n'avaient pas forcément le goût. Non. Attention, n'allons pas les prendre pour plus intelligents qu'ils ne sont. Mais ils prenaient tout. Donc ils ont embarqué le reste avec. Et fatalement, ça a pris des cotes terribles. Alors, en France et en Europe, on n'est pas en reste. Rassurez-vous, on a réussi à faire quelque chose. Alors pour la Suisse, je suis désolé, je sais pas. Ils savent très bien. Pourquoi tu ne sens visé? Parce que je l'ai pointé du doigt, ça doit jouer. Je me prononce pas. Tiens. Je reste neutre. J'allais dire, un Suisse qui ne se prononce pas, c'est normal. Alors, vous prenez la famille Thyssen, par exemple, en Allemagne, très proche de nous. Ce sont, voilà, ce sont surtout une industrie minière à l'époque. Et c'est une fortune considérable. Une fortune telle que vous pourriez vous acheter une rivière de diamants tous les jours jusqu'à la fin de vos jours, vous n'en viendriez pas à bout. Croyez-moi, il y en a beaucoup qui en ont profité. On a également des biens connus de nos jours. La famille Rothschild. La famille Rothschild a été prise d'une collectionnite aiguë depuis le tout début du 19e. Évidemment, banquier, pensez-vous. Depuis les Médicis, on n'a jamais fait meilleur consommateur qu'un banquier. Et puis, le plus grand collectionneur de son époque, mais peut-être aussi de tous les temps. Est-ce que quelqu'un le connaît? Il est français. C'est un prince de France. Cocorico. Le duc de Mal. Ah, voilà! Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Second fils de Louis-Philippe, roi de France. Ça arrive. Tout auréolé de la gloire qu'il a ramenée d'Algérie, puisque c'est lui qui a fini la conquête de l'Algérie. Eh bien, ce duc d'Aumale hérite d'un certain nombre de parents plus ou moins éloignés, d'une fortune à côté de laquelle celle des Thyssen fait figure de petite tirelire cochon. Et notamment d'une fortune purement fiduciaire en monnaie, mais également d'une fortune immobilière. Et grâce à toute cette fortune-là accumulée, il devient le plus grand collectionneur de son temps. Il achète partout. Il a des rabatteurs partout. Dès qu'on voit quelqu'un lever la main dans une salle d'enchères, puisque ça existait déjà à cette époque-là, on sait très bien qui est derrière. C'est un peu comme les Chinois de nos jours. Eh bien, c'est Henri d'Orléans. Si vous ne l'avez pas fait, je vous y encourage vivement, ça c'est un peu moins loin. Reconstruit le château de ses ancêtres, qui devient le château de Chantilly. Et qu'est-ce qu'il en fait? Château de Chantilly. C'est comme la crème. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, la Chantilly n'a absolument pas été inventée à Chantilly. Mais bon, c'est pas grave. Elle a été inventée à Volvicante. Qu'est-ce qu'il en fait? Demande à son architecte, faites-moi une maison où il n'y a que des murs. Bah oui, pour accrocher des tableaux, il faut des murs. Et si on a des fenêtres, bah on n'a pas de murs. Donc, il en fait le tout premier musée, un peu à l'image de ce qu'était le Louvre, mais en beaucoup plus raffiné, beaucoup plus assumé. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous y encourage vivement. Où sont les trois grâces de Raphaël? Au Vatican? Au Louvre? À Chantilly.
Où est le grand portrait du sacre de Louis XV? Au Louvre? Chantilly. Croyez-moi, vous allez avoir des drôles de surprises quand vous allez à Chantilly. Alors, bien que toute cette richesse privée soit en hausse, c'est clair, le 19e, c'est surtout, d'abord et avant tout, l'accroissement des collections institutionnelles. Par le regroupement de collections privées, puisque malheureusement, nous finissons tous par dépérir, et quand les héritiers font leur rôle d'héritier, c'est-à-dire à vouloir de l'argent, ils revendent. Et les financeurs publics et privés investissent également à ce moment-là dans les collections. Ce qui permet l'apparition des fameux musées, mais des musées au sens moderne du terme. Apparaissent par exemple le Metropolitan Museum, le Museum of Fine Arts, le musée de l'Ermitage, mais également le musée du Louvre. Car le musée du Louvre, qui existait depuis longtemps, c'était un projet de la Seconde République. Depuis 1765, on avait dans l'idée d'en faire un palais du peuple. Le palais du peuple, il a attendu longtemps avant d'être fait, croyez-moi. Le plan de Diderot, pour en faire un accès universel à la connaissance, tout comme son encyclopédie, n'a été réellement exécuté qu'à partir du XIXe siècle. Et c'est là qu'apparaissent les grandes galeries qu'on connaît. Grâce aux conquêtes de Napoléon, ça tombe bien, on a de quoi les remplir. Autant, vous allez me dire, en égyptologie, en civilisation un peu exotique, qu'en statuaire grecque, en tableau de maître, etc. Je vous rappelle juste comme ça que l'Allemagne, l'Italie, le Benelux, tout ça faisait partie du lot. On a beaucoup pillé. Beaucoup. Bon, vous pouvez souffler, on a fini l'histoire. On va parler un peu du présent. Tout le monde se réveille? C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est la collection de nos jours? Contrairement aux collections anciennes, c'est plus la société qui valorise les collections. Fut un temps, comme je vous l'ai dit, mettons le cabinet de curiosité, ce sont les gens qui viennent vous dire « Ah oui, votre collection est impressionnante, mais vous devez être un érudit, mais vous êtes un lettré. » Non, de nos jours, c'est le collectionneur lui-même qui valorise sa collection. Et peu importe qu'on le croit ou pas d'ailleurs, malheureusement. C'est cet individualisme-là qui a relégué la collection à une image un petit peu négative. Alors c'est soit le geek, un peu blafard, avec des boutons plein la tronche, qui collectionne ses coléoptères dans son coin en récitant des formules latines un peu obscures, soit c'est le ventripotent mania qui, parfois, achète des œuvres d'un goût assez douteux pour se faire une réduction d'impôt en fin d'année. En réalité, il y a autant de collectionneurs, il y a autant de différences entre collectionneurs que d'objets disponibles. Quasiment. Vous ne trouverez pas un collectionneur identique au monde. D'autant que plus le temps passe, plus il y a d'objets, puisqu'on en fabrique. Bon. Et donc, moins il y a de compétition. On spécialise les collections. C'est-à-dire, on se dit, moi, je vais collectionner les coléoptères à ailes bleues. C'est super, je ne suis plus en compétition avec ceux qui collectionnent les coléoptères à ailes rouges. C'est pratique. Et puis, comme il y a de plus en plus de coléoptères qui naissent et qui meurent, il y en a de plus en plus qu'on peut acheter. C'est ce qui développe la collection de nos jours. Il y a de plus en plus de prix. Les statistiques sont un peu anciennes, mais c'est les seules que j'ai. 3 enfants sur 4 collectionnent. Et, à l'âge adulte, plus d'un adulte sur 3 continue à collectionner. C'est pour ça que je vous ai demandé de lever la main. Au début de la conférence, ma foi, vous n'êtes pas tout à fait 1 sur 3, mais nous sommes contents. Vous n'êtes pas représentatif. Alors, pour les enfants, à votre avis, d'où vient cet intérêt pour la collection? Vous avez souvent vu des enfants qui collectionnent des billes, qui collectionnent des cailloux, qui collectionnent tant de choses.
Je peux même pas vous faire la liste de ce que je collectionne. Alors, l'explication un peu simpliste, c'est que ce serait un héritage parental. Les parents collectionnaient, donc j'ai collectionné. Les parents m'ont montré bon, telle chose, un coléoptère, un scarabée, ce que vous voulez. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je prends l'exemple des coléoptères depuis tout à l'heure. Ça a dû me marquer. Et donc j'ai continué. Bref. Il y a un besoin de possession qui est un peu plus marqué chez les enfants que chez les adultes. Qui est un petit peu plus marqué parce qu'il est un petit peu plus général. Essayez d'enlever sa peluche une seule fois à un nouveau-né, vous allez vite comprendre que son instinct de possession, c'est quelque chose. La curiosité aussi est un petit peu plus grande que chez les adultes. Alors pourquoi? On n'est pas des vieux cons. Enfin, je crois. Non, si c'est bon. La curiosité est un petit peu grande parce qu'elle n'est pas entachée ni par les mauvaises expériences, ni par les préjugés, ni même parce qu'on sait. Nous, on sait plein de choses. Forcément, on est des vieux cons. Mais les enfants, eux, ils ont tout à apprendre. Donc, ils sont curieux de tout. Qu'est-ce qui motive réellement les collectionneurs? Qu'est-ce qu'ils sont dans le crâne pour venir nous embêter à ce point-là? Alors, avant, le cabinet de curiosité, les grandes collections de l'Ermitage, Catherine II, c'était le prestige, c'est le signe d'un esprit instruit. C'était des motivations claires. Mais de nos jours, quelle motivation, quel prestige dans une collection de capsules de bière? Ouais, c'est clair que le prestige, là, il en a pris un coup dans l'aile. Hein. On définit, classiquement, les 4 traits psychologiques du collectionneur comme étant le besoin d'activité, spontané et désintéressé. C'est facile à se créer un intérêt pour la collection. Il suffit d'avoir besoin de quelque chose qu'on ne vous impose pas. C'est vous qui choisissez ce qu'est la collection. L'esprit d'émulation. En étant collectionneur, on se crée une communauté. Une communauté de gens qui pensent à peu près comme vous, qui ne collectionnent pas forcément les mêmes choses, mais qui pensent de la même manière. On y revient. Une tendance au classement. Alors vous allez me dire que ça c'est une des caractéristiques aussi de l'autisme. C'est pas totalement faux. Mais c'est une caractéristique commune à presque tous les êtres humains, à des degrés différents. On a une tendance à vouloir ordonner les choses pour pouvoir prévoir ce qui va arriver. Et enfin, l'esprit de propriété. Et ça, je pense que tout le monde va le comprendre ici. Je pense que vous avez tous un téléphone. Vous êtes content de votre téléphone? Non. Bon. Vous en changerez. Vous êtes tous contents de votre veste, vos chaussures, etc. Vous êtes des propriétaires aguerris et heureux. Et bien c'est pareil pour un collectionneur. Il aime bien posséder. Alors ces 4 caractéristiques, c'est bien mignon, mais ça ne permet pas de différencier le collectionneur sain du collectionneur fou agile, du collectionneur pathologique. C'est bien pour ça d'ailleurs que la collection c'est si intéressant, c'est parce que c'est compliqué à définir. C'est un peu mystérieux. Ce qui a poussé certains psychologues à dire que tout collectionneur, même parfaitement sain, peut basculer à tout moment, on dirait presque une bombe, dans une démarche pathologique. Alors, comme syndrome pathologique de collection, qu'est-ce que vous connaissez? Je pense que vous en connaissez un au moins. Comment ça s'appelle déjà? Pas le syndrome de Diogène? Ouais, voilà. Syndrome de Diogène, pardon. Qui pousse la personne à accumuler, mais surtout à conserver tout, y compris ce qu'il ne devrait absolument pas conserver. Il y a un autre syndrome pathologique de la collection, c'est la kleptomanie. Non. Ah, ouais. Collection, la kleptomanie. Les collectionneurs sont d'excellents kleptomanes. Et la Bibliothèque royale de Belgique, ou la Bibliothèque de l'Arsenal chez nous, pourrait vous dire à quel point les bibliophiles sont surveillés, mais alors comme le lait sur le feu, tant les vols de livres dans ces 2 bibliothèques ont été importantes au cours de ces dernières années.
Et c'est pour ça que quasiment plus aucune bibliothèque n'ouvre ses enfers. Qu'est-ce qu'un enfer? C'est une réserve, effectivement, mais c'est un peu particulier comme réserve. Livre interdit. Oh, interdit. Oh, tout de suite les grands mots. Non, ce sont des livres particuliers. Ce sont des ouvrages particuliers qui, soit effectivement, ont été interdits, mis à l'index, etc., soit sont un petit peu olé olé. Ces ouvrages carrément dangereux, hein, puisque dans les enfers, il y a parfois Mein Kampf, le protocole de Sion, certains ouvrages de botanique un petit peu optimistes sur les dosages. Bon. Eh bien, ces bibliothèques n'ouvrent plus leurs enfers puisque ce sont les ouvrages qui sont les plus recherchés par les bibliophiles. Et parmi les exemples plus ou moins croustillants, allez, c'est le moment où je vous fais rire, histoire que vous vous réveillez un peu tout ça. Eh bien, parmi les exemples assez rigolos, prenons l'exemple des frères Collier. Alors, je suppose que vous ne connaissez pas les frères Collier. C'était des gens qui accumulaient beaucoup. 25 000 ouvrages. Revues, BD, livres, etc., etc. Eh bien, ces deux pauvres frères Collier sont décédés, tragiquement enterrés par leur propre collection. Un jour, une armoire s'est cassée la figure, entraînant toutes les autres. Et il a fallu creuser là-dedans pendant plus d'une semaine avant de les retrouver. 25 000 ouvrages, ça fait beaucoup. Hein. Dites-vous que le grand Umberto Eco, qui est connu pour être un des esprits les plus comment vous dire, remplis de ce dernier siècle, possédait à peu près 50 000 ouvrages. À 25 000, c'est déjà une bonne moyenne. Encore faut-il les avoir lus. Alors, en réalité, le collectionneur s'invente progressivement un système. Et ce système, au fur et à mesure qu'il se l'invente, qu'il se l'approprie, qu'il l'affine, il s'enferme dedans. Ce système finit par le définir. On ne réfléchit plus qu'en termes de collection. On se lève le matin et on se dit « Qu'est-ce que je vais pouvoir rentrer en collection aujourd'hui ?» On va en vacances au Cap d'Agde, et puis on fait le détour, très opportun. Je ne sais pas pourquoi, ça je sentais bien que ça va. On fait le détour très opportun par la petite brocante ou le petit marché aux puces du coin, et on dit « Oh chérie, les enfants vont-en s'amuser, tu parles. » On vit le présent comme un futur patrimoine. Et pour ça, sans aucune vergogne, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Nous avons tous vécu, on en parlait encore tout à l'heure, nous avons tous vécu l'épidémie de Covid-19 et nous avons eu ces petites attestations de sortie. Je les ai toutes gardées. Dans 100 ans, si c'est comme la grippe espagnole, ça va valoir une fortune. Tu ne seras plus là. Peu importe. Le patrimoine, lui, sera là. Ça survit. Donc on vit le présent comme un futur patrimoine, et le futur, eh bien le futur, on le vit comme désintéressant. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Et on ne peut rien en ramener, sauf à être dans un film plus ou moins discutable des années 80. Mais alors pourquoi collectionner donc? On n'a encore pas répondu à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on collectionne? L'éducation, la culture, bon d'accord, certes. C'est facile pour se faire mousser en cocktail, on a toujours une petite anecdote à sortir, c'est cool. Le besoin compulsif de consommer, encore une fois, nous sommes tous des consommateurs, et dans notre société qui pousse à la consommation, parfois, le collectionneur a tendance à dévier un petit peu de la route. Pour consommer, certes beaucoup, parfois, mais pas tout à fait de la manière dont les industriels actuels le voudraient. À noter que collection, c'est différent d'accumulation, et c'est différent d'investissement. Il y a beaucoup de collectionneurs qui, pour se donner bonne conscience, ou pour se mousser un petit peu, disent oh, « Oui, mais j'investis. J'investis, ça vaudra une fortune !» parlant de leur collection de capsules de bière. Sans vouloir être désobligeant, il y a peu de probabilité. Alors pourquoi est-ce que c'est différent de l'accumulation ou de l'investissement? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un accumulateur et un collectionneur? Pour une raison simple, les accumulateurs ne sont pas impliqués émotionnellement. Ils ne ressentent aucune émotion envers ce qu'ils ont. Le but, c'est d'avoir des choses.
mais ils se fichent complètement de ce qu'ils ont. C'est un galeriste. C'est un marchand, ouais. C'est un peu ça. L'investisseur, oui, effectivement, là, ça devient un marchand à part entière. Lui, tout ce qu'il voit, c'est des tas de pognon. C'est tout. Le collectionneur, lui, il s'implique émotionnellement et il a ses objets profondément dans lui. Voilà. Ça lui sert à focaliser ses émotions. Toutes ces potentielles frustrations, tous ces petits problèmes, etc., etc., eh bien, ça va dans la collection. Évidemment, il y a le besoin de contrôle dont on parlait. Une collection, ça se contrôle parfaitement. Croyez-moi, collection de billes, ça se plaint rarement. C'est facile à ranger, etc. L'accomplissement personnel. Parlons justement, on parlait de frustration. Qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que d'ajouter une pièce à un édifice qu'on bâtit pierre par pierre? Et au bout d'un moment, on voit la maison complète. On se dit, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, il manque toujours une pièce. Manque toujours une pièce. Tu sublimes quand même pas mal. Ma foi, on agrandira la cuisine à nos jours. Exact. À quoi ils nous servent, ces collectionneurs-là? Ah, voilà, c'est bonne réponse. Exact. Ils nous servent à rien. Non, Mais ils nous non. servent à rien, c'est con. Si, il y a un intérêt. Ça a plusieurs Il y a un intérêt. Transmission de lettres. Ah, pas mal. Société. J'entends des trucs bien. Alors déjà, la sauvegarde du patrimoine. Et c'est là où il y a une différence fondamentale avec les musées. Un musée, c'est une institution. Et comme toutes les institutions, bah, ça marche mal, parfois. Et comme toutes les institutions, ça marche mal, souvent. Pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voir des réserves de musées, à quoi ça ressemble? Déjà, c'est un sacré bazar. Et ensuite, quand on a un petit peu le nez dedans, on se rend vite compte que les conditions de conservation des œuvres, etc., sont tout sauf optimales. Alors, certes, c'est un petit peu limité dans les très très grands musées, mais c'est pas inexistant. Vous prenez le Louvre, c'est pas pour rien que la restauration se fait à la sortie de la réserve. C'est parce que, bon, quand on n'est pas spécialiste, on ne le voit pas nécessairement, mais les peintures qui sortent des réserves sont pas toujours dans un état fantastique. Ensuite, pour ceux qui ont déjà vu une réserve, c'est le bazar. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de choses. Et alors pourquoi est-ce qu'ils les ont, ces choses-là, s'ils ne les exposent pas? Le musée est un accumulateur. Oui, car il n'a pas forcément le budget pour exposer tout, il n'a pas forcément la place, donc il n'a pas forcément assez d'argent pour se faire à cette place. Et c'est ce que je vous disais, les institutions, ça marche souvent mal, parce que ça a souvent pas assez de fric. Et alors, la différence avec le collectionneur? Eh bien, à moins d'être accumulateur, le collectionneur, il fait avec ce qu'il a comme place, comme possibilité de conservation. Je ne vous dis pas que les collectionneurs sont tous des conservateurs formidables. Très loin de là. Très très loin de là, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, très souvent. Mais, quand le collectionneur est réellement impliqué intellectuellement et émotionnellement dans ce qu'il fait, il va aller chercher avant les possibilités de conservation de ce qu'il a. Et donc, on part du principe qu'un bon collectionneur qui achète une chose à un temps T, 50 ans plus tard, la chose est exactement dans le même état. Pas forcément dans un meilleur état, dans le même état. Et c'est ça, la transmission du patrimoine. C'est juste prendre les choses et se débrouiller pour qu'elles survivent. L'être dépositaire, C'est ça. avec un lien émotionnel, donc on fait gaffe. On est très content de les avoir, mais on ne fait que passer. Ensuite, la compréhension de l'histoire du coup. Ou de la biologie, de la zoologie, des sciences de la Terre, peu importe, de la minéralogie, j'en passe des meilleurs. Eh bien, cette conservation-là, qui est si propre aux collectionneurs parce qu'il
il est limité en place, en nombre d'objets, en capacité intellectuelle aussi, hein, on a tous nos limites, fait que, généralement, les collectionneurs prêtent beaucoup d'attention à étudier correctement les objets qu'ils ont. Donc, je prends un exemple personnel, je suis armurier pour ceux qui ne savent pas, et un des plus gros collectionneurs chez nous, qui s'appelle Jean Baudriot, a écrit une monographie qui elle-même est devenue collector, puisqu'on ne la trouve plus nulle part, dans laquelle il raconte des choses qu'il a étudiées sur les armes qu'il avait, qui ne se retrouvent plus nulle part. Et s'il ne l'avait pas écrit, plus personne ne le saurait. Et enfin, pour finir, la mise à disposition du grand public. Tous ces collectionneurs, c'était la même chose au 18e. Quand ils meurent, on fait quoi de leur collection? Soit on les disperse au grand vent, soit ils en font don au musée. Et donc, ça revient Au musée. au patrimoine public. Et voilà pourquoi, messieurs, choyez vos collectionneurs, ils sont utiles. Un grand merci à Adrien. Merci à vous tous. Très bien. Pour votre patience. Non, sincèrement, Très bien. on n'était pas pensé qu'on pensait ce qu'il y avait ce soir-là, mais sincèrement, vraiment super, vraiment génial, très bien fourni. C'était trop détaillé pour une journée comme ça, mais en tout cas, bravo, c'était sans. Merci beaucoup. Bravo. Bon.